Bienvenue à TV Laval Nouvelles. Bonjour Stéphanie. Bonjour Amélie. Est-ce que tu as une mauvaise nouvelle à m'apprendre, genre que c'est ta dernière émission que tu remplaces Alex? Oui, à moins qu'Alex ne revienne pas, mais tu sais, on a hâte de te voir, on est content On de pourrait le lui voir. souhaiter une belle promotion, peut-être? Belle promotion à Alex, et puis, ben ouais, je vais sûrement redevenir chroniqueuse, mais je vais quand même venir faire mon petit tour. Fait qu'on va quand même retrouver notre trio, Notre trio, infernal. et voilà. Hey, un trio d'animation, ça serait intéressant. Ça serait le fun, ça. On Ça n'a serait jamais comme vu un ça. salut bonjour à l'américaine. Ah, on a déjà vu ça à la télé, Télépirate, tu te rappelles? Hein? Je serais pas née dans ce temps-là. Ah, c'est vrai. C'était en 1900 fait plus, je sais pas. Hey, aujourd'hui, Roxandra, la belle Roxandra, Oui, la nous belle parle Roxandra. de différents types de yoga. Oui, on va faire des pauses. On exclut la personne qui parle, c'est Peut-être. correct. Rarès Bourlacou nous parle de la controverse entourant le salaire des médecins. Ouais, très grosse controverse. On a une belle gamique au Québec. Par la suite, Vicky Volikakis, qui explique le petit vent de folie en studio. Hein? Quand on parle de Vicky, on parle d'alcool, on parle de dégustation, on parle de épicurien. Les seuls moments de ma vie que je bois de l'alcool, fait que c'est quand même excitant. Profitez-en à la maison, vous allez l'avoir pour paix. Mais c'est drôle, j'ai écouté l'émission de la semaine dernière et puis il me semble que mes yeux ils étaient... ça paraissait. En tout cas, je ne sais pas si vous avez écoute, remarqué. Non, il y a personne qui a Et rien vu. Nicolas Vincent Poirier parle de l'excellent film Darkest Hour avec Gary Oldman, qui a gagné l'Oscar du meilleur acteur, d'ailleurs. petite athlète, pas Intéressant de bras. comme film. Oui, c'était un bon film, mais mais encore, on en parlera davantage avec Nicolas. Parfait. Alors, on se fait ça? Bonne émission, les amis! Le maire appuie la ministre Charlebois dans le contrôle des boissons alcoolisées. Marc Demers a pris note de l'appel fait au gouvernement fédéral par la ministre déléguée à la Santé publique, Lucie Charlebois, afin qu'il intervienne dans le dossier des boissons alcoolisées sucrées, populaires chez les jeunes. La ministre a raison de demander l'intervention de Santé Canada, a déclaré le maire de Laval via communiqué. Il faut rapidement encadrer la commercialisation des boissons à teneur élevée en alcool, en caféine et en sucre qui mettent en danger la santé quand ce n'est pas la vie de nos jeunes. Un encadrement sévère et rigoureux s'avère nécessaire autant sur le plan de la production que vente au détail. En référence à la mort de la jeune Athéna Gervais, Marc Demers a tenu à souligner que les parents ont beau faire leur travail, il semble que les balises et les filets légaux ne suffisent pas à contrer la réaction des jeunes au marketing qui les cible particulièrement, ni leur malheureux engouement pour le goût de ces boissons. Le maire a aussi rappelé que, comme municipalité, la Ville a la possibilité d'agir en collaboration avec des partenaires en santé publique, notamment par des interventions concertées avec son service de police. Certains détaillants ont réagi en enlevant le produit des tablettes, mais c'est agir en aval de la question, a-t-il ajouté. Il se trouvera toutefois d'autres détaillants pour faire de la vente de ce produit un avantage concurrentiel sur le marché. C'est le devoir du gouvernement d'agir en amont, en légiférant pour soustraire ce type de boisson de l'influence de la logique marchande. Oups, excuse. Nous sommes avec la lumineuse, belle et merveilleuse Roxandra Georgescu. Merci d'être avec nous encore aujourd'hui. Et là, on parle... Merci on parle de m'avoir reçu. On va parler. On va parler yoga, comme à chaque chronique, mais là, on va parler des différents types de yoga que vous offrez au studio Idolem. Oui, les différents types de cours. Il y en a que c'est des cours traditionnels de yoga qui se donnent pas mal dans d'autres studios aussi. Puis, il y en a que c'est des cours faits maison qu'on a créés, que c'est nos profs chez nous qui les ont créés. On est chanceux d'avoir une professeure qui a créé une formation de yoga pour créer des professeurs, pour guider les professeurs, les gens à devenir professeurs de yoga. Et elle a beaucoup pratiqué de la yoga dans sa vie, beaucoup de styles de yoga, puis elle a créé quelques petits cours qui nous sont personnalisés chez nous. La formation de yoga qu'on peut suivre, c'est pour quel type de yoga? C'est pour devenir professeur de yoga. C'est reconnu par Yoga Alliance, qui est l'association. Association qui régit les oui, profs. internationale. C'est combien d'heures, la formation? C'est 250 heures. OK. Normalement, ça se passe à Saint-Martin. Par contre, à Saint-Martin, comme on sait, après l'ouragan, il reste
très... Mais c'est bien plus excitant chez exactement. Idolem. Oui, chez Idolem à Laval, c'est toujours... C'est mieux. C'est encore plus excitant. Paradisiaque. C'est encore plus excitant que chez Idolem à Laval. Cette année, ils la font à Hawaï. Oh, wow, Fait que c'est dans la chaleur, c'est une formation qui se donne sur la plage, Donc, dans c'est un genre différents de 3 endroits. semaines intensif ou quelque chose comme C'est ça? un mois. Un mois? Un mois. Puis c'est des gens d'un petit peu partout, mais c'est surtout des Québécois qui vont. C'est comme une retraite. C'est une formation intense qui dure un mois au complet. Combien de sortes de yoga il y a environ? C'est un petit peu comme les arts martiaux. Il y a comme des hybridations de divers styles qui se sont faits avec le temps, ce qui donne une multitude de genres. Bien, à la base, le yoga, il part d'une source. Ça fait des milliers d'années. Puis par après, il y a des branches qui se sont formées. Maintenant, aujourd'hui, il y a du yoga qui est vraiment nord-américanisé. On fait avec un cheese? Nord-américanisé. Avec un diète. Quand c'est plus power, cardio, yoga et tout ça, c'est ce que tu veux Oui, dire? exactement. On a... Quand Mais tu on ris, sue, hein, là. j'ai déjà vu plein de poses de yoga avec un verre à vin, ça sur la tête, ça, c'est n'importe sur quoi. le Je l'ai nez, vu, moi aussi. Ça, c'est le style C'est SAQ. incroyable. c'est ça. Voilà. Commandité par la SAQ. Et voilà. Mais les branches de yoga qui se sont développées, c'est plus... Il y a le yoga, le Nidra Yoga, qui est un yoga... c'est comme faire, pour mettre ça plus simple, un Shavasana, qui est la posture de relaxation à la fin de ta pratique. C'est ta préférée, celle-là? Oui, pendant Très bonne, toute madame. la journée. C'est ça que tu fais. C'est vraiment... tu t'intériorises, c'est de la méditation, tu es avec toi-même ou avec la nature, dans la nature. Est-ce que la méditation, dans le fond, c'est une forme de yoga? Absolument. Mais Et le yoga, c'est de la méditation? il y a de la méditation dans toutes les sortes de yoga, OK. que ce soit actif ou passif. Tu peux méditer en te concentrant, en fermant les yeux, en regardant à travers ton troisième œil, qu'ils appellent, qui est ton cerveau qui va regarder à travers ton corps. Tu peux aussi méditer en répétant une séquence de postures de plus en plus vite, sans plus penser, jusqu'à temps que ton corps suit et que ton cerveau est plus nulle part. C'est juste... Ça devient un automatisme. c'est juste- La séquence se fait, puis notre esprit se libère un petit peu. Exactement. Puis tu tombes comme dans un trance, puis dans ce trance, dans cette phase-là, dans cet état d'esprit-là, ben ton cerveau, il relaxe, il se vide, il fait de la place. Tu fais de la place pour Pour ramener des réponses. tes idées Exact. anciennes, puis les voir plus clairement. Il faut ou- mentionner aussi que c'est naturel, la méditation. C'est un aspect de la vie. Être dans la lune, communément, c'est une forme de méditation. C'est moins contrôlé, mais c'est tout à fait naturel. C'est Il y a pratiquement rien essentiel. d'ésotérique, là. Oui, C'est oui. essentiel. Oui, c'est essentiel. Je crois qu'on devrait tous prendre On un devrait moment. enseigner ça à l'école, Exactement. en maternelle. Exactement. Qu'est-ce Les que cours tu penses, d'éducation physique, là, ils devraient inclure... Même le yoga du rire. Ça, Mais- c'est ma forme préférée de yoga. Puis je pourrais faire ça éternellement. Mais ça, c'est une autre forme de méditation aussi. Tu sais, il y a tous les sons et les faces que tu peux faire. Puis tu te défoules, dans le fond. Tu sors ton énergie négative, puis tu fais de la place pour reprendre ton énergie positive. Fait que tu te défoules. Puis c'est différents sons que tu peux faire. Tu peux imiter des animaux, c'est comme les séances. Ils organisent des séances de Howling to the Moon. Howling to the moon, comme comment les on loups. dit? Les loups, exactement. Hurler à la lune. Oui, hurler. c'est Hurler ça. à la lune, exactement. Tu t'imites le loup à la noirceur, t'es souvent au bord d'un océan, puis t'appelles la lune. C'est un Ça peu d'enlever défoule, les ça masques, sort. puis se laisser aller. Exact. Parce Puis qu'on porte revenir- vraiment beaucoup de masques, puis on a des barrières dans la vie ça. de tous les jours. Alors, c'est de... Revenir à ton état animal, à ton état primitif, à ton état Primaire. nu, primaire, exactement. Se mettre à nu. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme bénéfice? Exemple, quelqu'un qui n'a jamais fait ça de méditation, c'est un petit peu obscur pour les autres. C'est quoi les bénéfices qu'on peut s'attendre après une ou deux méditations quand on n'a jamais fait ça? Quelle bonne question, Stéphanie. Le calme, la paix calme. le calme. Ça la va en paix- intéresser plus qu'un. Je crois que oui. hein. Mieux dormir, Ça, il y a ça devrait- des gens qui font de l'insomnie, de Exact. l'anxiété, de l'angoisse. Ça, c'est parfait pour On aider peut mieux pour ça. dormir, on peut voir plus clairement, on peut... Quand on veut des réponses, moi, je trouve que ça m'aide.
quand j'ai envie de... Bon, qu'est-ce que je fais, là? C'est quoi? Quelle décision je dois prendre? Des grosses décisions, Ouais. des moments Ça charnières. crée de la place pour réorganiser tes idées. Ça donne de la force, ça donne de la clarté, ça donne un moment d'inspire, expire pour dire, là, qu'est-ce que je fais? Je bloque. Bien, ça débloque. Puis au niveau physique, il y a des bienfaits aussi? Au niveau physique, c'est une décontraction de tous tes tissus, tout ton système cellulaire. Fait que tu relaxes. Premièrement, c'est vraiment... Au lieu d'être tendu. Exact. puis d'être... C'est vraiment une relaxation du tissu. Fait que ton corps au complet, il va venir relâcher, écouter la gravité ou se laisser emporter par la gravité puis se tirer vers le sol où ce que tu deviens lourd, tu deviens... Tu ressens plus qu'est-ce qu'il se passe, sont où tes tensions. Puis là, en étant en état de méditation, tu dois te concentrer sur qu'est-ce qui se passe sur ton corps. Je trouve que le Shavasana puis la méditation, c'était ma posture la plus difficile. J'aime mieux me mettre sur la tête que rester là à rien faire. Parce que tu bouges beaucoup, donc Oh pour my toi, God. c'est difficile d'être immobile. T'es assis là, puis t'es couché là, puis il faut que tu penses à rien. Oublie ta liste d'épicerie, oublie ton chum C'est qui comme t'a impossible énervé de hier, penser à oublie... rien. C'est difficile. là. C'est... D'observer ses pensées, peut-être, sans les juger, puis les laisser couler en espérant que Ouais, ça se taise un jour. Sans les développer. C'est ça. Tu peux les laisser passer, mais tu t'évites de les développer. Tu les laisses... Sandra, il reste plus de temps, mais en finissant, est-ce que tu nous montres une petite position de méditation? De méditation? Ouais. Il y en a plusieurs. Il y a la position... Est-ce que je peux... Je les- crois que oui. Vas-y. Il y a les positions de méditation classiques en petit Je yogi. vais y aller avec toi. Hein? Moi, Tu je fais- vous regarde regarde, un petit j'analyse peu. la situation. Tu fais ta petite position de méditation comme ça, tu viens porter tes deux mains ensemble, tu viens les mettre juste dans la base de ta poitrine, tu presses tes deux mains ensemble, tu fermes tes yeux, puis là, tu te concentres. Super confortable, ça. Ouais, hein? Puis là, tu crées de la place. Mais c'est ça. Il faut aussi que tu essaies d'oublier ton corps. Faut pas que tu te graves. Là, j'étais un Faut petit pas peu que trop t'éternues. consciente de mon corps. Et combien de minutes par jour tu suggères la méditation? Le plus possible. Le plus possible. Le plus possible. J'essaie de faire un 15 minutes. Stéphanie, tu t'y mets? Je suis là. Namaste. Namasté! Namasté. Merci beaucoup, Ruxandra. Merci à vous. Donc, on se voit chez Idolem Yoga à Laval. Oui. Merci. À la rencontre. Laval récupère 4,5 millions du groupe Hexagone dans le cadre des sommes injustement détournées. La Ville de Laval est heureuse d'annoncer qu'elle récupère environ 4,5 millions à la suite d'une approbation par la Cour supérieure d'un règlement hors cours entre Groupe Hexagone et la Ville de Laval. Ce règlement avec Groupe Hexagone démontre que la Ville de Laval est résolue dans ses démarches visant à récupérer des sommes injustement détournées dans le cadre de l'octroi ou de la gestion de ses contrats publics. En bout de ligne, cet argent récupéré profite à l'ensemble des Lavallois, a déclaré le maire de Laval, Marc Demers. Il faut rappeler que le groupe Hexagone réclamait à la Ville de Laval des sommes relativement à 13 contrats liés à la rénovation des usines de traitement des eaux et à des travaux de pavage. La Ville de Laval avait exigé et obtenu que les sommes dues pour les travaux réalisés soient versées en fidéocommis dans l'attente d'un règlement complet. Au cours d'une médiation s'échelonnant sur plus de 8 mois, les parties ont conclu une entente de principe par laquelle le groupe Hexagone remet la somme de 4,5 millions à la Ville de Laval. En contrepartie, la Ville libère les sommes versées en fidéocommis en règlement complet et final de tous les litiges. Cette entente de principe a été entérinée le 8 mars par la Cour supérieure. Les sommes payables seront administrées par le contrôleur de groupe Hexagone et la Cour supérieure afin que les fournisseurs et sous-traitants de groupe Hexagone soient payés. La Ville de Laval prévoit utiliser cette somme d'environ 4,5 millions afin d'accroître ses paiements comptants des immobilisations, contribuant ainsi à supporter les investissements à long terme de la Ville en réduisant d'autant le recours à l'emprunt. Cette chronique sociopolitique est rendue possible grâce à Mme Monique Sauvé, députée libérale de la circonscription de Fabre, membre du bureau de l'Assemblée nationale du Québec. Ce matin, on reçoit notre expert politique, Rarès Bourlacou. Salut Rarès, ça va bien? Bonjour tout le monde. Bonjour, Au plaisir Rarès. de vous retrouver. Donc, Toujours ce un matin, plaisir. tu nous parles d'une controverse qui est d'actualité depuis
fort longtemps au Québec, mais qui prend du poil de la bête. C'est le salaire des médecins puis le système de santé en général. Ouais. Qu'est-ce que tu as à nous raconter ce matin qu'on ne saurait pas encore? Les médecins sont payés trop cher! Bon, non, l'idée, c'est que je veux pas parler juste des salaires de médecins pour créer une controverse. C'est plus complexe, là, ouais. C'est plus complexe parce que moi, je suis d'avis qu'il faut parler des salaires des médecins comme une conséquence, si vous voulez, après avoir réformé le système de santé après avoir lui donné tous les moyens pour se transformer, devenir encore plus moderne, plus compétitif, plus à la hauteur des exigences de beaux citoyens du Québec. Puis là, en dernier recours, on pourrait parler des salaires qui sont plus bas, versus etc. d'autres provinces. Versus d'autres provinces, versus les États-Unis, versus la Grande-Bretagne, versus la France, pour prendre quelques pays, disons... Des petits échantillons. Des petits échantillons, exactement. À ce moment-là, je pense pas que les salaires soient très élevés pour créer une controverse. Je pense que ça, c'est plus utile pour créer à la une des médias que de voir en profondeur le système, puis pour voir effectivement que quand même, aujourd'hui, on a besoin des médecins extrêmement bien spécialisés, avec une grande expérience, participation aux conférences internationales qui sont de plus en plus exigeantes, où les compagnies nous demandent des appareils qui sont à la fin point de la technologie. Donc, il faut encore former des gens pour savoir répondre à tout cela. Donc, je pense que on est un petit peu à côté du sujet en parlant simplement, effectivement. Le vrai nœud de l'histoire, selon toi, ça serait quoi? C'est quoi le nœud vraiment qui est la difficulté présentement dans les négociations qui cause autant de problèmes? Parce que là, on focus sur le salaire des médecins, mais c'est pas la cause du problème. C'est comme tu dis, c'est peut-être pour rehausser dans les médias, faire des gros... Parce qu'en même temps, les médecins doivent être en formation toute leur vie. C'est une philosophie de vie, effectivement. Est-ce qu'on veut avoir alors un système de santé juste public où il faut encadrer très bien les salaires, un petit peu comme pour les fonctionnaires? Si on veut faire ça, très bien, on pourrait parler des salaires, puis on pourrait mettre une certaine grille, des limites, des paramètres, etc. Mais est-ce que c'est juste ça qu'on veut, ou alors est-ce qu'on devient une société où il va y avoir un système privé qui va prendre de la place. Ça prend déjà de plus en plus de place. De plus en plus, puis là, c'est le marché libre, puis on revient en arrière. C'était hier, 50 ans depuis qu'on avait l'assurance maladie. Puis là, à ce moment, j'avais compris, en fait, je viens d'un pays, puis d'un système où on payait quand même pour... Oui, parce qu'en Roumanie, c'est comme ça encore. Exactement. C'était très cher. C'est très cher. C'est très cher. Si t'es pauvre... Il y a des possibilités, ça dépend. Va pas, oui, exactement. Parce qu'il y a encore certains pays où si t'es pauvre, tu meurs, là. Ouais. Ben, écoutez, non, c'est pas exactement ça, mais je veux dire, si tu veux avoir accès à un système plus performant, alors oui, il faut payer. Je donne un exemple. On est arrivé, ça c'était il y a 30 ans en Roumanie où le système n'était pas très bien ficelé. Aujourd'hui, grosso modo, ça fonctionne pas beaucoup. Mais alors, qu'est-ce qui arrive? La classe, disons, moyenne, supérieure, puis les plus aisés de la société, ils font leur traitement médical où? Dans les cliniques de Vienne, qui c'est la belle ville, la belle capitale de l'Autriche, 500 km de la capitale des plus grandes villes de la Roumanie. Alors, tu as des milliers et des milliers de personnes qui utilisent ce système de l'Union européenne pour se faire soigner. Mais là, ça crée un débalancement, là. Effectivement. Donc, alors, ça veut dire que les gens, ils vont trouver toujours les moyens pour contourner un système. La même chose, ça pourrait passer ici. On pourrait, tu crois ici, ça pourrait se faire? Oui, ça pourrait se faire, pas pour tout le monde, non. Mais forcément, à un certain moment, par la classe moyenne qui pourrait se permettre de payer d'assurance pour se faire soigner pour différentes maladies aux États-Unis. Parce que là, c'est le système encore plus privé. Ouais. Donc, tu as des médecins qui, une
puis dispose d'une rémunération qui dépasse des millions de dollars. Il n'y a pas de meilleure technologie, qualité du service aussi, parce qu'ici, veut pas, on t'accorde pas 1 heure pour faire l'évaluation de tout ton pedigree et puis toute ta vie. Et puis c'est rapide. Oui. Là. On a 15 minutes, bing, badaboum, prescription. Exactement. Tandis que là, oui, le service Si tu payes, tu as un service adéquat pour peut-être aller voir. Mais c'est extrêmement cher. Puis la technologie, est-ce qu'elle est supérieure, vu que le système n'a comme pas de frein économique? Oui, il est supérieur, oui. Ouais, oui, hein? oui, il est supérieur. On ne parle pas juste des États-Unis. On a vu la même chose. Il y a, par exemple, des cliniques fin point de la technologie en Inde ou en Chine. Ouais. Oui, Ou on même, voit beaucoup plus de exactement, ça qu'avant d'aller se faire soigner à l'autre bout du monde dans un pays anciennement du tiers-monde, mais qui sont plus avancés. Oui. Alors, qu'est-ce que ça revient au médecin qui est formé au Québec d'aller travailler en Inde pour une clinique privée, reçoit quand même des clients puis des patients du Québec qui font le tourisme médical, puis bon, il a un salaire encore plus élevé qu'ici, tandis, bon, que ici, ça devient comme une paria de la société parce que, voyons, il est à la une de médias, puis voilà, les médecins... Fait que l'expertise aujourd'hui, il doit être valorisé, il doit être reconnu, il doit être payé, là, pour dire la vérité. Alors, petite question pour toi. Oui. On a un premier ministre au Québec qui est neurochirurgien, oui. qui s'est exporté en Arabie Saoudite, qui a fait beaucoup de sous là-bas. Oui. On a un premier ministre un ministre de la Santé qui a négocié lui-même l'arrangement avec les médecins jadis et maintenant a changé de camp et renégocie cette même entente. Est-ce qu'on peut s'attendre à un exode des cerveaux? Exemple, de plus en plus de médecins, parce que là, oui. nos têtes d'affiche, nos porte-étendards de la nation, ben ils ont fait ça. Encore une fois, ben, c'est toujours le loi de marché, puis ça dépend de comment on le met en perspective face au système public. Parce que si tu as des gens qui ont développé une expertise très élevée, puis ils ne se reconnaissent pas dans ce système, ils vont quitter. Ou bien, on l'a vu, il y a même des gens, des médecins qui en importent nous-mêmes, mais on les met toutes sortes de barrières, puis on ne les laisse pas continuer. Combien de fois qu'on a entendu l'histoire du médecin dans un autre pays qui, aujourd'hui, conduit des taxis parce que les équivalences ne sont pas là? Exactement. Ou bien ils cherchent d'aller dans une autre province. J'ai vu des exemples au New Brunswick, Nouvelle-Brunswick, par exemple, puis ça marche très, très bien. Alors, il a quitté effectivement le Québec parce qu'ici, c'était supposé d'être un chauffeur de Mais toi, taxi. tu ne vas pas nous quitter parce qu'on parle d'exode des cerveaux. Oui, on je veux garder ce cerveau ici. On veut garder ce cerveau-là ici. Il n'y a plus de temps, mais peux-tu nous glisser un mot rapidement sur ton blog, l'Italie ou la chronique? La chronique du mort annoncé. Parce que oui, merci. Je parlais du fait qu'on assiste depuis 30 ans à une dissolution de l'État italien, question qui a été accentuée par la crise de subprime qui a eu des répercussions extrêmement graves. La montée du populisme. La montée du populisme. C'est un pays sans leader, effectivement. On n'est pas capable d'avoir un leader depuis 30 ans. Puis on se trouve dans le sud de l'Italie avec un type de populisme de gauche. C'est le monsieur Di Maio, un jeune Di Maio qui gagne les élections. Son parcours professionnel à propos des médecins, là, ça existe de pire. C'était steward pour le stade de foot de Naples, puis serveur dans les restos. Ça, vous pouvez trouver ça dans le CV, c'est son pedigree. Tandis qu'au nord, vous avez la Ligue du Nord, de xénophobe, souverainiste, anti-l'Union européenne, anti-tout système international en sud-sud. Donc, voilà, dans chaque région, ce clivage-là, on a qui a son extrémisme. Ils ne sont pas capables de former un gouvernement. La troisième économie de l'Union européenne, pays fondateur de l'Union européenne, c'est une honte, malheureusement. Ben écoute, Rarès. Merci beaucoup, Rarès. Merci. On se revoit la semaine prochaine. La Ville invite les compositrices à soumettre leurs propositions pour le carillon de la place Claude Léveillé. Afin de rendre hommage aux 14 femmes ayant perdu la vie lors de la tuerie de Polytechnique et de dénoncer de façon plus générale les violences faites aux femmes, la Ville de Laval souhaite se doter d'une œuvre musicale pour le carillon de la place Claude Léveillé, situé au cœur du campus lavallois de l'Université de Montréal, dont Polytechnique est l'une des écoles affiliées. Cette œuvre originale pourra être entendue le 6 décembre, date à laquelle a eu lieu la tragédie
établi en 1989, et ce, pour les 5 prochaines années. L'œuvre commémorative invitera les citoyens à se recueillir un instant en communiquant un sentiment d'espoir et de solidarité, souligne Christiane Joachim, présidente du conseil municipal, conseillère du district de Val-des-Armes et responsable des arts. L'appel de candidature s'adresse aux compositrices québécoises professionnelles. La date limite pour déposer son dossier est fixée au 27 avril 2018. Tous les détails du concours sont disponibles sur le site Internet de la Ville de Laval sous l'onglet Culture. Située au cœur du nouveau centre-ville de Laval, la place Claude-Léveillé est un lieu urbain de diffusion culturelle où sont présentées gratuitement des expériences artistiques inédites. Plus de 20 000 personnes y circulent chaque jour. Inauguré en 2011, le carillon de la place Claude-Léveillé est le premier du genre au Québec. Il offre une palette de possibilités allant de la pièce musicale préenregistrée à la prestation en direct jusqu'aux sonneries marquant le temps. Le carillon est doté de 25 cloches, dont les battants à grande sensibilité, de pair avec les marteaux à frappe variables, permettent un jeu véritablement musical. L'instrument fera l'objet de travaux d'entretien et de réparation au printemps 2018 et sera accessible à la compositrice sélectionnée. Ce matin, on boit à la santé de Vicky Volikakis. Bonjour Vicky. Sommelière. Santé. Ce moment de la semaine, ce moment aux 2 semaines où tu viens nous visiter. Oui, exact. Heureusement, j'ai eu la chance d'en avoir 2. Merci. C'est toujours un grand moment. Bien, ça me fait plaisir. En fait, on s'apprête à déguster quel de quoi vin? tu nous parles Oui. aujourd'hui? Alors, en fait, toujours 3 vins. Puis, moi, vous savez, j'amène toujours un blanc, un rosé, un rouge, parce que moi, rosé, c'est à l'année. Oui! Voilà. C'est pas juste le printemps puis l'été. Voilà. Et voilà. le blanc doit être plus doux, j'imagine, parce qu'on commence avec le blanc. En fait, celui-là est sec. Donc, c'est la maison Carmen au Chili. Ici, on est situé dans la vallée de Casablanca, qui est une vallée réputée mondialement pour le climat, la zone idéale pour faire les blancs. En particulier ici, le chardonnay. On est sur un vin à 100% chardonnay du Chili, la maison Carmen que vous connaissez sûrement, avec son Carmen Grande Réserva Cabernet Sauvignon que j'ai déjà apporté auparavant. Ils ont aussi un fumé blanc qui est super bien, tous disponibles en SAQ. Et donc, on est en bas de 13 $. On aime ça, des petits prix. Ouais. Des petits prix, bonne qualité. C'est super bien. Je vous invite à le déguster. En fait, on va sentir. On regarde en dessous de la robe. Regarde en dessous de la robe. C'est très... Ça sent l'ananas. Après l'avoir Je me trompe? brassé. Non, mais c'est tout à fait ça. Donc ici, on est sur quelque chose qui est Et la banane. fruité et floral avec des fruits exotiques comme ananas, banane. Et puis, vous voyez, on est sur un chardonnay, mais on n'est pas sur d'autres sortes de chardonnay qu'on retrouve un peu partout dans le monde, parce que ce cépage chardonnay est un cépage qui est répandu, international, oui. Exactement. Tandis que là, vous voyez que le terroir fait vraiment la différence, t'sais, parce que là, on n'est pas dans le même pays qu'exemple la Californie. Là, ici, on est situé proche... de l'océan Pacifique, on est à 30 km de là, qui donne un air salin, puis aussi des températures qui sont fraîches. Alors ici, ça nous donne quelque chose de légèrement beurré, légèrement vanillé, mais vraiment léger. Parce que parfois, en Californie, par exemple, c'est des choses c'est des cépages qui vont... C'est un cépage qui va ressortir souvent très beurré, très vanillé. Entre autres, par exemple. Mais tu sais, ça peut être aussi ailleurs dans le monde. Là. Ça dépend aussi du style qu'on va y donner au vin. Mais tu sais, ici, ce qui est le fun, c'est que c'est ça. Il est plutôt sec et pas trop gras. Alors, et j'accompagnerais ça avec, écoutez, une bonne raclette. Hein? Ouais, on va rechercher le gras qu'on mange, tu sais, les fromages et puis les viandes, tout ça. Je pense que ça pourrait être super le fun. Des petites bouchées de canapé. On pourrait prendre ça sur le bord de la piscine avec des grignotines. Oui, C'est bon! Je le vois, là. Oui. La piscine. Ce que j'aime, c'est que Ça sent bien. la plupart des vins que j'apporte, généralement, c'est qu'ils sont passe-partout, autant en apéro qu'en plat principal. Voilà. La preuve, on se le fait pour déjeuner. Non, vraiment, je suis pas une grande connaisseur, mais Et puis, très bon. Quand tu dis Casablanca, cette vallée-là, condition idéale, qu'est-ce qu'on veut dire par condition idéale? Parce que là, chaque terroir se proclame la région idéale de ci ou de ça. Qu'est-ce qui va déterminer l'idéalisme dans un vin blanc? Qu'est-ce qui fait que le climat
va vraiment apporter la touche qu'on veut avoir? Bien, autant on va avoir une belle chaleur, mais en même temps, on veut de la fraîcheur, puis on veut pas vraiment trop d'humidité. Pas trop de pluie, alors. Idéalement, on veut des climats qui sont secs. Puis, tu sais, ce qu'il faut, c'est que les vignes, il faut qu'ils souffrent pour donner des bons... Ouais, il faut souffrir pour être bon. Pour donner des beaux vins. Alors, tu sais, on veut pas de l'humidité, parce que s'il y a trop d'humidité, ben on veut un peu d'humidité, mais pas trop, parce que sinon, ça va donner du mildiou, qu'on appelle, qui est comme une pourriture noble. Là. Et puis, on veut pas ça. Alors, climat sec, climat chaud, un peu de fraîcheur, quelque chose d'idéal. Un bon vent sec. C'est intéressant que les vignes doivent souffrir pour être bonnes. Ben, c'est ça. Maintenant, numéro 2, on y va avec le rosé. J'ai l'impression que j'aimais ça, le petit rosé. Alors, ici, je vous amène, on part du Chili, on s'en va en Italie. Et la maison Lavis Simboli, Lavis qui signifie en latin la force. Donc, la maison ici allie force et puis tradition, et puis à ses vins, et Simboli, donc les symboles. On voit ici la herse, parce qu'ils font toutes les vendanges manuelles, donc ils font encore à l'ancienne. Oui, exactement. Wow. On voit un gobelet, on voit une espèce de pack-sac, si on peut dire, là, de sac à dos. Alors, donc, le gobelet fait que, en fait, ils coupent avec l'espèce de ciseau exprès, là, un sécateur. Là, Et ensuite de ça, ils touchent jamais à la grappe, OK? Pourquoi ils touchent jamais à la grappe? Parce qu'ils veulent garder l'essentiel du fruit. Parce que, tu sais, on a du sébum sur nos mains, tout ça, puis on veut pas, comme, altérer le goût. Rajouter de l'acidité. Fait que, tu sais, on veut pas que ça change. Alors, tu sais, c'est vraiment, tu coupes, ça tombe dans ton gobelet, tu mets ça dans ton sac. Wow. Là, tu t'en vas, puis ils vont faire... Fruité et léger. C'est un autre en bas de 13 $. Tout à fait, exactement. Alors, on observe la robe. J'ai bien observé. On juste sent. Donc ici, c'est fruité. C'est fruité, oui. Mais c'est très léger. C'est très léger. C'est fou la différence. On croirait pas que c'est un... Tu sais, oui, c'est un rosé, mais on est habitué de voir des rosés qui sont un peu plus prononcés. Mais là, ici, il a fait... une légère macération pelliculaire qui fait que ça donne juste pour dire... Une macération pelliculaire. Juste pour dire que... Une belle acidité. Oui, exactement. Et puis moi, je dirais qu'il y a comme un côté rosé plure d'oignon. Tu sais, vous savez, on a certains... c'est vrai, je sais que c'est drôle à dire, mais... Moi, tous ces termes-là, je trouve ça délicieux. Alors, un rosé couleur d'oignon. Oui, bien, un rosé couleur pleure d'oignon, tu sais, parce qu'il faut déterminer un peu les couleurs quand on fait les dégustations, et puis, ben voilà. En plus, on est sur quelque chose qui est sec et fruité. Souvent, moi, comme j'ai déjà dit auparavant, les gens me disent « Ah, moi, j'aime pas ça, le rosé, c'est ben trop sucré. » Mais lui, pas il est du pas tout. du On est tout, en bas de pas 4 grammes de sucre par litre. Et, tu sais, c'est fruité, c'est frais, c'est croquant. Une petite vivacité, une belle acidité qui est là. Puis quand ça, on parle de 4 grammes, c'est environ, c'est le taux d'alcool. C'est l'alcool que dedans qui lui donne son côté sucré. C'est pas tant du sucre ajouté. Non, c'est naturel. Il n'y a pas d'ajout de sucre ou quoi que ce soit. C'est vraiment le raisin qui donne ça. Pas trop acide non plus. Non, c'est super agréable, toujours en bas de 13 $. Et en plus de ça, ben moi, ce que je ferais, c'est que tout simplement, un bon bagel au saumon fumé avec du fromage à la crème et quelques capres. Ça serait super. S'il vous plaît, on a fait. Mais pourquoi on n'a pas ça sur la table, là? Qu'est-ce qui se passe? Des petits canapés, tu sais, vous savez, des fois, on se fait des petites biscottes avec un peu de fromage à la crème, des petites crevettes, des choses comme ça. On pourrait, tu sais... Le réalisateur me fait ça parce qu'on n'a pas le budget. Mais aussi, j'irais peut-être avec une belle assiette de pâte. T'sais, on est en Italie, donc une belle assiette de pâte en sauce aux fruits de mer. Donc, ça pourrait très bien aller s'allier. Ou même les sushis. Les sushis, oui. Si vous aimez les sushis, je pense que ça pourrait très bien s'allier avec les poissons et les fruits de mer qu'on peut... En accéléré, le troisième, que lui, on va est être en bas de 20 mettre une paille dedans puis Parfait. Nouveauté en SAQ ici, le Noble Vines 337 de la maison Delicato Family Vineyards, qui sont les mêmes qui font le fameux Sébastiani qu'on retrouve en SAQ sous plusieurs cépages. Ici, on est le 337. Pourquoi? Parce que c'est un cépage bordelais. Alors, donc, c'est un clone bordelais, qu'ils ont apporté aux États-Unis, à Lodi, en Californie, pour faire pousser. Et puis, donc, ça donne un super de beau vin corsé, des beaux tanins, parfait pour le barbecue, des côtés mûrs, côté légèrement épicé.
Je le sens plus sucré que le Se rosé. sentirait avec un bon steak de thon sur le barbecue. Ben pourquoi pas même un poulet rôti là, tu sais, poulet rôti sur le barbecue, ça pourrait être parfait. Puis là ben justement la saison des barbecues là, ça c'est c'est le vin à aller vous chercher pour les barbecues là. Ben, sans blague, je pense que oui, parce en que... bas de 18 $, alors, tu sais, c'est quelque chose de très abordable, c'est bien fait. Encore une fois, on est sur quelque chose de sec, plutôt sec. Là. On est juste à 6 grammes de sucre. Ouais, il me semble que c'est sec. Parce que des fois, en Californie, il y a certains vins qui ils sont un peu plus riches en sucre résiduel, tandis qu'ici, on a juste 6 grammes de sucre. C'est pourquoi? C'est la façon qu'ils vont traiter les vignes? C'est des ajouts qu'ils vont faire? Oui, il y a... en fait, la manière qu'ils traitent les vignes, mais la manière qu'ils vont faire le vin, mais aussi certains vont les pimper. Là. Les pimper? Ben, c'est très américain, les pimper des choses. Ce qui n'est pas très naturel. Non. Mais généralement, c'est bien fait en Californie. Okay. Vicky Voilà, Volikakis, c'est toujours un plaisir. On devrait étirer cette... oui, réalisateur, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait faire la chronique sommelière plus longue, s'il vous plaît? Oui, on pourrait faire 1h30 de chronique sommelière. Sans aucun problème. Avec des champagnes et tout. Cabernet Sauvignon et tout. Et le nom du dernier? Le Noble Vines 337, 100% Cabernet Sauvignon. Un délice. Un délice. Merci beaucoup, Vicky. Ça me fait plaisir. Plus de 120 enfants vivent leur premier jeu dans Laval-des-Rapides. Dans le cadre du camp de jour du sport Laval, Sport Québec a lancé l'activité Mes premiers jeux le 8 mars à l'école Marcel Vaillancourt afin d'initier les jeunes participants de 6 à 12 ans à l'esprit des Jeux du Québec. L'enthousiasme des enfants était palpable lors de la cérémonie d'ouverture. Séparés en 8 équipes, les jeunes se sont créés des identités de groupes similaires à celles des délégations sportives. Chaque groupe a défilé avec son drapeau respectif avant qu'Antoine Matt et Kélena Rousselin ne prononcent le serment solennel des athlètes qui concourront dans des épreuves de volleyball, basketball, judo et futsal. Co-présidente d'honneur de l'initiative, la cycliste lavalloise Joëlle Numainville a raconté son parcours ayant pris part à 3 Jeux du Québec avant de se rendre aux Jeux olympiques de Londres. En après-midi, le lanceur de baseball et porte-parole de la Fondation des Jeux du Québec, Derek Aucoin, a visité les participants. Pour la cérémonie de clôture, la double médaillée olympique en plongeon Roselyne Fillon était de la partie. Après avoir suivi des ateliers auprès d'entraîneurs professionnels fédérés, chaque enfant est reparti de l'aventure avec un passeport indiquant les disciplines et domaines où il s'est démarqué. À la chronique immobilière avec notre cher Alex Hadou, qui vend tout. Hadou vend tout! Ouais! Salut, ça va bien? Ça va bien, vous? Oui. Très bien, merci. On parle aujourd'hui des 7 erreurs les plus fréquentes lorsqu'on veut faire un flip immobilier. Parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui se garochent là-dedans en pensant qu'ils vont faire fortune. Surtout avec les émissions qu'on a vues, beaucoup de canaux américains qui nous présentent des émissions Flip That House, des trucs comme ça. Donc, on a l'impression que c'est super facile. On achète une maison, on la retape un peu, on vend ça, puis on fait du profit. 2 mois plus tard. Oui, Ben, c'est ça. C'est ça. C'est pas si facile C'est pas que ça. tout à fait ça, là. C'est pas tout à fait ça. C'est parce qu'il y a plusieurs étapes qu'il faut suivre lors d'un flip immobilier. Là. Donc, la première erreur, Pas la payer trop cher. pas payer trop cher. Pas être émotionnel quand on voit la maison. Ah, elle est belle, elle est formidable, on va mettre de la peinture, on va faire 30 000. Faut trouver Non, le ça marche pas de deal. même. C'est ça l'affaire. C'est ça. Ce qui est super important au début, c'est de faire son profit à l'achat. En l'achetant, dans le fond, en la négociant. Ça, c'est super important. C'est pas s'emporter avec le prix puis la payer trop cher. Donc, se renseigner peut-être sur les reprises de finances. Effectivement. Et tout ça. La reprise de finances, c'est faire les comparables dans le secteur, combien ça se vend, qu'est-ce que ça vaut. Faire le coût des rénovations, c'est super important. Oui, parce que la deuxième erreur, ça doit être ça. Ceux qui se disent, bien écoute, on a mis, exemple, 250 000 sur la maison, on va mettre un 50 000 de réno, puis finalement, ça gonfle à 80 000 assez rapidement. Si on pense à refaire une salle de bain ou une cuisine en partant, Ça monte vite. Là, tu ne peux plus vendre à 330 000. C'est ça, tu peux plus vendre à 330 000. C'est parce que ce qui se passe, c'est que tu mets trop d'argent, fait que puis là, par la suite, tu la mets sur le marché, puis tu te rends compte que tu n'arrives pas à la vendre. Fait que qu'est-ce qui se passe? Tu vas baisser le prix de ta maison, fait que tu vas baisser ton profit, dans le fond. Donc, toujours voir qu'est-ce qui se vend sur le marché autour. Tout le temps avant, faire les comparables. puis faire les regarder. rénovations C'est selon ce budget-là. Selon le budget. Établir un budget puis un plan de match. D'accord. Erreur numéro 3. Numéro 3, se fier uniquement
au courtier pour trouver des aubaines. Alors, si je me fie à toi, c'est pas une bonne idée. Je suis pas supposé l'expliquer de même, mais tu sais, pas juste dans le fond, se fier au courtier immobilier, tu sais, faire ses recherches de son côté. Faire ses devoirs. Comme Faire on ses disait, devoirs. trouver Être un bon le businessman. C'est ça. deal. Tu sais, pas attendre que l'opportunité vienne à nous, dans le fond, c'est la chercher, la provoquer, mais travailler avec le courtier immobilier aussi conjointement. Là. Peut-être pas juste chercher sur les sites conventionnels, justement. C'est ça. Des fois, il y a des sites, je vous donne un exemple comme Kijiji, les packs, passer devant une maison, voir une pancarte à vendre par le propriétaire. ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle notre courtier. Notre courtier, il l'appelle, il essaie de négocier avec. Ouais. Et OK. numéro 4. On est rendu à 4. 4. Ouais. Oubliez de demander de faire financer les travaux. Oh, quelle mauvaise idée. Super important. Aller demander aller à la banque, demander une marge de crédit, demander un petit prêt, mettons. Pas nécessairement injecter de la liquidité de vos poches. Jouer avec l'argent des autres. Jouer, bref. c'est ça. Mais avec la effectivement, c'est banque bien va ça. faire évaluer, je crois. Pas nécessairement. Non. Non? On peut aller OK. chercher une marge de crédit personnelle, OK. pas la mettre sur la maison qu'on va flipper. Puis, tu sais, prendre cet argent-là, mettons, pour acheter les matériaux, pour payer la main-d'œuvre. Quelle bonne technique. Tu vois, j'en apprends plein aujourd'hui. Erreur Erreur numéro numéro 5. cinq. Être trop optimiste. Faut pas être trop optimiste. Ah non? Arriver là puis dire je vais mettre 50 000 exemples, puis là, je vais faire ci, je vais faire ça. Tu sais, pas trop en mettre dans le fond. Est-ce que c'est du suroptimisme ou c'est un manque d'expérience qui cause Moi, ça? d'après moi, c'est un manque d'expérience. Ouais, Le hein? monde y arrive, puis ils disent que je vais faire ci, je vais faire la salle de bain, je vais faire la cuisine, je vais faire les planchers, je vais faire le toit. Fait qu'il y a surrénove. Ouais. C'est là qu'il n'y a plus de Oui, profit, on là. investit beaucoup trop cher pour des matériaux de trop De bonne qualité haute versus qualité. le reste de la maison, le reste ça. du quartier. Ou ils étendent ça trop longtemps, puis pendant ce temps-là, il faut payer l'hypothèque. Fait que hein? c'est ça. Fait que ce qui se passe, le flip devient un flop, comme on dit. Ouais, Oh! ça arrive souvent, hein, Ça arrive régulièrement. Ouais, hein? Ouais. Et Il y a numéro plus- six. Excuse-moi, avant de passer Non, au numéro vas-y, 6, il y a vas-y, plus vas-y. souvent des flops que des succès. Il y a souvent des flops, je vous dirais. C'est OK. parce que le Ça monde... ressemble à combien le ratio? Il faudrait que je regarde des statistiques. Je pourrais pas vous Mais c'est dire, comme mais un art. c'est un bon 10-15 là. On OK, s'embarque c'est quand pas même là-dedans. pas mal, ouais. Faut se renseigner. j'ai l'impression. Faut planifier son projet, dans le fond, c'est pas compliqué. Pas juste aller faire un flip, les yeux fermés, puis décider de faire n'importe quoi. Surtout là. avec les condos, là, aujourd'hui. Oui, les Faut condos, faire- c'est plus Je difficile vous encore. conseille pas de flipper. On un fait condo. pas de tout, flip hein, on avec fait un pas de flip condo. avec Ça va être un condo. flop avec un Ça va être condo. un flop. Donc, on était à 6, Stéphanie. Numéro 6. Mal assurer la propriété. Petite lumière qui vient d'allumer, ouais. C'est ça, ça arrive dans encore. le fond, magasiner les compagnies d'assurance, super important. Pas juste appeler la première compagnie d'assurance, puis OK, décider d'aller avec elle. Ou engager un courtier qui va Ou s'assurer engager un d'avoir le courtier. meilleur Ça, c'est contrat pour nous. Super bonne idée. Engager un courtier qui va magasiner pour vous la meilleure compagnie d'assurance. Ah, au niveau de l'hypothèque, est-ce qu'on est mieux d'y aller par mois, j'imagine? Ben, je vous dirais, l'idéal, oui, c'est d'y aller par mois, là. Pour être libre. Pour mais être c'est un libre. petit peu plus élevé, j'imagine, C'est ça. à ce moment-là. La plupart du temps, le monde, ce qu'ils font, dans le fond, c'est qu'ils peuvent y aller aux 2 semaines. Ouais, Vous sauvez ça- 5 ans Ouais. à la fin, dans le fond, de l'amortissement. moi, Mais je on vous est conseille peut-être un petit pas. peu plus essoufflé. Des C'est fois, ça. les paiements rentrent encore plus Avec les rapidement. rénaux. Ça, avec les c'est- rénaux. Avec les rénaux. Ça rentre vite. Faire dodo dans la Dernière poussière. erreur, mesdames et messieurs, numéro 7. Numéro 7. On y va encore. D'accord. Ne pas se doter de la bonne structure fiscale. Super important. Au lieu d'aller faire vos impôts vous-même par rapport, exemple, au flip, allez engager un fiscaliste, un expert dans Oh, le mais le fond. beau-frère, ça coûte pas cher. Fait ça sur Ouais, le coin je de la sais, table mais avec c'est une parce que bière. vous allez le payer l'autre côté en impôts. Ah, Mais ouais. c'est vrai parce que là, le profit, il faut payer l'impôt là-dessus. C'est Puis ça. Ouais. on peut se faire avoir. C'est ça. Est-ce qu'il y a rapidement. une façon de se débarrasser de la charge d'imposition? C'est qu'il faut garder la maison pendant minimum 1 an ou 2 ans, je crois? Non, pas nécessairement. Habiter Non, dedans, c'est plus là. peut-être. Ben, habiter dedans, oui, mais il faut que ça fasse un minimum de 2 ans, je pense. 2 ans. Ouais. Donc, sinon, notre flip est considéré comme Un flop? pas un retour sur un investissement, mais carrément un gain en capital qui est imposable à 50 C'est ça, Donc là, c'est il ça. faut y penser aussi. Ça gruge notre profit C'est bien ça. de beaucoup. C'est pour ça, allez voir un expert. Lui va vous conseiller pour sauver de l'impôt et non essayer de faire vos impôts vous-même. Non, c'est même en temps normal, je trouve que c'est pas une super bonne idée, Non. mais ça, c'est juste moi, personnellement. Donc, l'idéal, est-ce que ça serait ça, d'acheter la maison, d'habiter dedans pendant qu'on la rénove? Ben, on pourrait faire cette option-là, oui, mais moi, Mais ce que c'est plus un flip. Là. Mais c'est plus nécessairement un flip. C'est parce qu'un flip, dans le fond... Tu la vends plus cher quand faut même, vendre- un an plus tard.
Parce qu'un flip, il faut vendre à l'intérieur d'un an, je vous dirais. OK. là. C'est Pour que ça soit rentable. Pour que ça soit rentable. Ça fait beaucoup de déménagements à un moment Ouais. donné. Hein? À un J'avoue. moment donné, tu peux pas déménager à 6 adresses différentes dans la même année. Là. Alex, en fais-tu, toi, des flips? Non, moi, j'en fais T'as pas le Moi, temps? moi, j'ai pas le temps. Moi, ce que je fais, Alex c'est que Adou qui vend tout et est ben trop occupé à vendre vos maisons. Écoute, Alex, juste pour la dernière minute, raconte-nous le pire flip que tu as vu. Que tu dis, écoute, ça, c'est comme la foire au malheur, je vais jamais s'en nommer. Ben, non, vite, évidemment. là. Vite, ce que j'ai vu, c'est Ouais. que c'est un contracteur qui a acheté une maison qui avait de la pyrite dedans. Puis là, Quelle bonne idée. c'est ça. Puis là, il a essayé, dans le fond, de la faire lui-même. Refaire la fondation. Pas la fondation, mais la dalle qui montait dans le sous-sol. Ouais. Puis ça n'a pas fonctionné, puis il n'a pas pu la vendre. Puis finalement, il a décidé de la louer. Là, je vous résume ça rapidement. Ah. là. Mais quand même, il Au s'en moins, est c'est pas un sorti à flop la total. loi. Il y a Il s'en un est certain sorti à la revenu loi. qui revient. C'est bien ça. Mais c'est pas... Mais son argent est quand même gelé. Elle est prise. Oui, Elle est prise. effectivement. Et c'est- pour tant que le problème ne soit pas réparé. Jusqu'à temps que le problème soit réparé. Puis on parle d'un problème de plusieurs centaines de milliers de dollars. Ben, lever ouais. la maison, changer la dalle. Une coupe de mille. Une coupe de mille. OK. Ben écoute, un gros merci Ben, Alex merci à Adou. vous. Merci, Alex Adou Alex. qui vend tout. Vous avez une maison à vendre sur le territoire lavallois. Merci. Ben, merci. Gagnant de l'Oscar du meilleur acteur masculin, Gary Oldman, on peut dire qu'il a offert la performance de sa carrière dans le film The Darkest Hour. C'est bien ça? Darkest Hour. Oui, même si je trouve qu'en dehors de ça, moi, je trouve que c'est le meilleur méchant au monde. Là. Ses rôles de méchants sont toujours excellents c'est un dans parti Léon, dans Le Cinquième élément, tous les bons films des années 90. Pour moi, c'est le meilleur méchant au monde. Et là, bon, il interprète Winston Churchill. En là. plus, il est méconnaissable. Oui, bien, d'ailleurs, ils ont gagné meilleur make-up, justement, C'est vrai, pour ouais. son... Tu sais, parce qu'il a tellement été transformé, Gary Oldman, mais c'est drôle parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence en âge entre l'âge qu'il avait pendant qu'il a tourné le film Darkest Hour et Winston Churchill à cette époque-là. Gary Oldman a 59 ans, avait 59 ans quand le film a été tourné, et ça se passe dans une époque où Winston Churchill avait 65 ans. Donc, tu sais, il n'y a pas grand écart en âge, ouais. mais quand même, tu sais, il a fallu une énorme transformation. Il a passé des heures et des heures à tous les jours pour le make-up. Il s'est mis à fumer le cigare aussi. Semblerait-il qu'il aurait fumé pour Gary Oldman, ça? Semblerait-il qu'il aurait fumé pour 20 000 $ de cigares Ah, mon pendant Dieu. Non, il était tournage. vraiment dans le Quel temps tapis bain d'acting, pendant le lui, là. tournage. C'est ça, Ah, comme, mon tu sais, Dieu, je il a savais pas été vraiment intense. Et celle qui a gagné, justement, pour le meilleur make-up, c'est pas la première fois qu'elle fait un maquillage de Winston Churchill. La série Netflix The Crown, c'est elle qui a fait aussi le make-up de John Lithgow, qui interprète Winston Churchill. Donc, tu sais, elle avait quand même Une expérience. des bonnes bases. Et toi, Amélie, tu as dit que tu n'as pas beaucoup aimé le film parce Mais que écoute, tu sais, ça... difficile. Non, mais ça se regardait bien, là. Je veux dire, oui, c'est intéressant du début à la fin, mais je sais pas, il y avait des lourdeurs. J'aimais regarder la performance de Gary Oldman. Je trouve, en plus, Winston Churchill, il a l'air d'un personnage absolument C'est un personnage bizarre. historique absolument fabuleux. Mais il était bizarre. Tu sais, à la fin, il y a de l'espoir, mais au début, oh mon Dieu, il Ben, avait c'est l'air que- d'avoir tout un caractère. ce que la bande-annonce ne dit pas, et ce que la promotion du film n'explique pas, c'est que le film se passe au mois de mai 1940. Ça se passe en dedans de 1 mois et c'est le début quand Winston Churchill devient le premier ministre de l'Angleterre. C'est vraiment juste cette histoire-là qu'on raconte. On raconte rien d'autre, là. C'est pas... On ne raconte pas les débuts de la guerre, on ne non, raconte du pas tout. son implication indirecte dans le conflit. C'est vraiment centré sur ce mois-là dans sa vie. On ne sait pas trop ce qui s'est Exactement. passé avant. On sait que ça faisait longtemps, je crois, qu'il attendait ce moment-là. Dans le fond, c'est que le premier ministre de l'époque n'avait pas la confiance des gens parce qu'on le sentait trop faible contre la menace d'Hitler. Donc là, il a laissé sa place et celui qui devait prendre sa place, qui s'appelle Lord Halifax, lui ne voulait pas parce que lui, son temps n'était pas encore arrivé. Donc, il fallait trouver Selon quelqu'un lui ou d'autre. Selon lui, son temps n'était pas encore arrivé. Donc, qui est-ce qu'on prend pour diriger le pays en temps de guerre? Bien, Winston Churchill, vu qu'il a passé d'un parti à l'autre très souvent dans sa carrière, c'était comme le seul qui avait la confiance de pas mal À peu tout le près monde. tous. Ça fait qu'ils l'ont pris lui, mais le roi l'aimait pas vraiment. Tu sais, les gens... Il faisait peur aux gens. Il faisait peur. Ouais, il c'est un était personnage très austère. maladroit. Ouais. Oui, il était très Un peu maladroit. trop direct, pas de filtre. Tu sais, s'il y avait quelque chose à C'est dire, ça. il le disait, puis ouais. C'est ça. Donc, tu sais, dans le film, on va parler de la bataille de Dunkirk, justement.
D'ailleurs, le film Dunkirk qui est très bon, tu sais, c'est un bon plus. Hein? On regarde ce film-là, Darkest Tower, après ça, on regarde Dunkirk, puis pour une très belle conclusion, on regarde le film de 2004, je me rappelle plus du titre, là, ça se passe dans le bunker d'Hitler. C'est bon, les derniers jours d'Hitler dans son bunker. Le nom m'échappe, mais ouais. C'est ça. Moi aussi, je sais pas pourquoi, Downfall. Downfall, voilà. C'est ça. Est-ce que la valeur historique est-ce que c'est romancé ou ça a vraiment une valeur historique, Darkest Tower? Darkest Tower, je ne pourrais pas te dire, mais par contre, le scénariste de Darkest Tower a écrit le film A Theory of Everything en 2015 qui a gagné. Avec Stephen Hawking. C'est ça, qui a pas gagné, mais qui a été nominé comme meilleur film de l'année. Donc, les trucs historiques, il a l'habitude. Et cette histoire-là, Darkest Tower, c'était son projet personnel. Son pet project, comme on dit en anglais. Là. Exactement. Donc, il affectionnait ce projet particulièrement. Et tout de suite, je pense, un petit peu avant les Oscars, on lui a comme acheté tout de suite ce scénario-là en 2015 parce que justement, tu sais, t'as comme une certaine notoriété là, quand tu t'es pas trop connu, t'écris quelque chose qui se ramasse aux Oscars comme ça, donc... En partant, c'est une belle carte de visite, là. Exactement. Puis contrairement, tu sais, ça arrive tellement de fois que je parle de film puis je dis comme ça fait 10 ans que le projet était en développement, ça faisait 20 ans qu'il était en train de l'écrire. Celui-là, non, ça a commencé en 2015. Ça a été super rapide. Wow. Okay. Vraiment. Nicolas, on ne sait pas dans l'histoire comment tu as trouvé le film, personnellement. Ouais. Moi, j'ai... C'est sûr que c'est pas tous les faits historiques que je connaissais, mais pour avoir vu Dunkirk avant, j'ai trouvé que c'était parfait parce que, bon, Dunkirk, on nous explique pas beaucoup ce qui s'est passé avant. On arrive, pow, et ça commence très rapidement. C'est un bon complément au film. Exactement. Hein? Moi, j'ai trouvé que c'était un très bon complément. Et une histoire comme ça, sur Winston Churchill, mois de mai 1940, j'en avais pas vu de film comme ça. Donc, j'ai trouvé que c'est un très bel ajout à beaucoup de films de cette époque-là que j'ai adoré. Et visuellement, c'est magnifique. C'est vrai. C'est pour un film qui a été nominé comme meilleure cinématographie. C'est des huis clos. Ça se passe dans des petites pièces. C'est pas un film... C'est très difficile d'avoir une photographie extraordinaire dans des huis clos, là. Bien, c'est ça. Il y a des limites limites à quel point qu'on peut rendre une image belle, là. On reprend le film Downfall sur les derniers jours d'Hitler. C'est très bon comme film. Bunker, mais c'est très redondant. C'est presque plus psychologique comme film que d'autres choses. Non, on va pas voir ce film-là pour avoir des rebondissements. Pour Downfall? Non, Darkest Hour. Darkest Hour. Il faut connaître un peu la matière avant, je pense. Ce que toute la promotion nous dit pas, il faut connaître un peu sa matière. Il faut pas s'attendre à voir quelque chose de très divertissant, surtout si on ne connaît pas vraiment l'histoire. On nous explique un peu qu'est-ce qu'il y a au début, on nous explique une base, mais quand même, c'est important de se renseigner un petit peu. Mais même si on comprend pas vraiment, juste visuellement, c'est magnifique. Et pour être capable de faire des belles images comme ça dans un huis clos... Ça aurait dû gagner comme meilleure cinématographie. Mais quoi que ça et Blade Runner, c'était... C'est quand même 2 Oscars, meilleur acteur et meilleur make-up and hairstyling. Oui, bien... En franglais. Make-up, maquillage et coiffure. Et cheveux. C'est bon, je pense pas que Winston Churchill avait les meilleurs cheveux au monde, mais tu sais, bon, quand même... Ça dépend. Ça dépend de la journée. Et puis, qu'est-ce qui t'a le plus marqué de ce film-là? Toi, tu avais sûrement une certaine attente en regardant ça ou tu t'es dit, moi, je me laisse imprégner totalement? C'est que c'est Joe Wright qui a fait ce film-là. Joe Wright a fait Atonement, je pense que c'est en 2007. Tu sais, bon, lui, c'est des films assez lents qu'il fait. Puis là, la bande-annonce, on voit des shots, bon, d'explosions de bombes qui sont lancées. C'est assez rapide, là. Tu sais, donc, je voyais ça, puis Joe Wright, comme ça ne marchait pas en tant que réalisateur pour lui faire quelque chose, mettons, avec des moments de guerre. Ou, tu sais. Donc, je me suis dit, comme, OK, je me prépare à regarder quelque chose qui est beaucoup plus lent, biographique, et tu sais, j'avais raison là-dessus. Donc, ça prend une préparation mentale. Oui, ça prend une préparation. Et là, on peut apprécier. Mais tu sais, le film a coûté 30 millions. Il faut les comprendre aussi. 30 millions, c'est peu d'argent comparé à beaucoup de films. Mais pour un film britannique, c'est énormément d'argent. Il faut faire des profits. Le film, jusqu'à date, c'est bien. Il a fait 138 millions à travers le monde. C'est une bonne chose. 108 de profit, c'est quand même pas si mal. Tu sais, oui, c'est très bien. Et maintenant, ça va augmenter, bien sûr, avec les Oscars et la performance de Gary. Parce qu'on n'avait pas nécessairement entendu
entendu parler, tout le monde. Bien, ce genre de film-là, les recettes augmentent toujours aux Oscars. Puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que même les Oscars, ça coûte de l'argent au studio pour aller à s'inscrire. Pour s'inscrire, mais tu sais, pour donner des cadeaux, vendre des jeux. Des petits cadeaux. Ah, des petits cadeaux inoffensifs. Ça coûte extrêmement cher. C'est que moi, je présume que avec la promotion et ce film-là, ça a dû coûter pas loin de 70-80 millions en tout. T'sais. Ils ont rentré dans leur argent. Nicolas, je ris parce que le réalisateur me fait... vient de nous faire ça. Là. Bon, on vient de dépasser. Là. On a dépassé. On a dépassé. Okay. Mais c'est pas grave. On t'aime, Nicolas. Ben, merci beaucoup. Moi tu nous as manqué la semaine dernière. Scarlett et Charlize étaient contentes de t'avoir avec elles. Donc, oui. Nous, on t'a manqué. Mais bon, on te garde pour le reste de la saison. Merci. Merci. Bonjour à tous, Marie-France Bougie, votre chroniqueuse en santé auditive. On a vu ensemble au fil des dernières chroniques comment fonctionnait l'audition, les problèmes auditifs possibles. On a vu les intervenants du domaine de la santé auditive, puis on a parlé de la nécessité de faire un dépistage auditif dès que possible. On va regarder ensemble aujourd'hui, il y a 2 programmes d'accès aux appareils auditifs qui sont les programmes principaux ici au Québec. On va regarder le programme de la Régie de l'assurance maladie du Québec, la RAMQ, ainsi que celui de la CNESST, qui est la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail. Ça, dans le fond, c'est le programme pour les travailleurs. On regarde ensemble le programme de la RAMQ, la Régie de l'assurance maladie du Québec. À la Régie de l'assurance maladie du Québec, ils se sont donné comme mandat de promouvoir le maintien à l'emploi et aux études et le fonctionnement de chaque individu. Donc, eux, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est que les gens qui travaillent et les gens qui sont aux études, de même que les enfants, évidemment, ont droit à 2 prothèses auditives défrayées, donc payées par le gouvernement, par la Régie de l'assurance maladie. Les gens pensent souvent que « Ah, j'ai 65 ans, donc j'ai le droit à des prothèses par le gouvernement ». C'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est plus complexe. La Régie décide de l'accessibilité, de l'admissibilité d'une personne au programme selon ses résultats à son test auditif, l'audiogramme passé auprès d'un audiologiste, comme on a parlé dans une chronique précédente. Il demande un minimum d'une moyenne de 35 décibels de perte dans les 2 oreilles. Vous n'avez pas à retenir ces nombres-là, c'est très technique. Votre audioprothésiste va s'en occuper pour vous. Sauf que eux, cette perte dans les 2 oreilles-là est majeure. Ce qui veut dire que si vous avez une grosse perte dans une oreille et une perte légère dans l'autre, la Régie ne paiera pas d'aide auditive pour vous. En général, dès qu'on est admissible, à moins d'être étudiant ou travailleur, le gouvernement va payer une seule aide auditive. Pourtant, les gens ont besoin de 2 prothèses. Ça, c'est une autre question qu'on va traiter dans une autre chronique. Donc, si vous êtes retraité ou encore que vous ne travaillez pas présentement et que vous rencontrez les critères d'admissibilité, de 35 de moyenne dans les 2 oreilles, le gouvernement va payer une prothèse auditive pour vous. Le gouvernement détermine une liste de prothèses auditives qu'il regarde avec les manufacturiers de prothèses qui sont disponibles au Québec. C'est des bonnes prothèses auditives par des manufacturiers à qui on peut faire confiance. Souvent, c'est des technologies un peu moins récentes qui datent de quelques années auparavant. Sur cette liste-là, l'audioprothésiste va déterminer avec vous quelle prothèse convient à votre condition auditive et à vos besoins. De là, la prothèse et les honoraires de l'audioprothésiste vont être pris en charge par la Régie de l'assurance maladie. De même que les réparations pendant 6 ans. Si la prothèse ne fonctionne pas rendue à 6 ans, le gouvernement va la remplacer. Donc, c'est aux 6 ans qu'on a le droit de changer la prothèse si l'ancienne ne fonctionne pas. Les nettoyages de la prothèse, les déplacements de l'audioprothésiste si vous prenez une visite à domicile et autres frais vont être chargés au patient. Le patient doit également payer ses propres piles pour utiliser avec ses prothèses auditives et ses produits d'entretien. On regarde maintenant le programme de la CNESST, la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail. La CNESST est un programme qui existe pour aller aider les travailleurs qui ont eu des lésions professionnelles, donc des pertes auditives causées par le travail dans le bruit. La CNESST fonctionne un peu comme la Régie de l'assurance maladie par son fonctionnement de liste
établie avec les manufacturiers, donc une liste d'appareils auditifs qui est déterminée. Très bonne liste, les plus récentes technologies, très beau programme. La CNESST va payer les prothèses dont le travailleur a besoin. S'il a besoin d'une prothèse, il en paie une. Si le travailleur a besoin de 2 prothèses, il en paie 2. La CNESST prend également en charge les réparations, tout comme la Régie de l'assurance maladie, et va changer la prothèse aux 5 ans si la prothèse ne fonctionne plus après 5 ans. La CNESST, anciennement CSST, prend également en charge le coût des piles et de certains produits d'entretien pour le patient. C'est un très beau programme. Par contre, il faut s'armer de patience parce que pour avoir son certificat pour l'admissibilité, ça peut prendre parfois 1 an, le temps de voir l'audiologiste, passer le test et de faire approuver son dossier à la CNESST. Dans la prochaine chronique, on va regarder ensemble comment trouver le bon audioprothésiste, la perle rare qui va pouvoir vous accompagner tout au long de vos démarches en santé auditive. Bonne semaine!